Vous fréquentez les dictionnaires, la dignité, c'est une fonction éminente, c'est une distinction. La dignité, c'est aussi une chose où l'on est éminent parce que l'on possède une certaine noblesse. C'est le respect surtout que l'on se doit à soi-même. Et quelque part, c'est la notion de mérite. Il n'y a pas de dignité sans mérite. Notion essentielle qui va à l'encontre de la philosophie contemporaine, mais qui est celle de la philosophie classique. Si vous cherchez ce que veut dire digne, vous allez retrouver les mêmes éléments. Et digne, quelqu'un qui mérite quelque chose. On peut dire que des choses sont méritantes. C'est également celui qui est honnête, qui est honorable. C'est ce qui est convenable. Et du reste, tout le monde n'est pas digne, car la négation existe. On dit souvent de quelqu'un qu'il n'est pas digne. C'est-à-dire que contrairement à toute la philosophie moderne, la dignité n'appartient pas exclusivement, en totalité, à la personne humaine. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. C'est dans la philosophie classique, ce n'est pas dans la philosophie contemporaine, mais c'est important car ça va me servir de conclusion tout à l'heure. Sur le plan étymologique, dignitas, le terme romain, n'a pas d'équivalent en grec. C'est le pré-préa, mais ça ne correspond pas exactement. Dignitas, c'est le fait d'être digne, c'est le fait de mériter quelque chose, c'est également la considération que l'on porte à quelqu'un, c'est l'honorabilité, c'est l'honneur. Je vous citerai, parce que la question arrivera certainement tout à l'heure, une phrase de Cicéron, « Comme dignitate moriamur », nous mourrons dans la dignité. Mais ce n'est pas du tout le même sens que nous employons aujourd'hui au sens de mourir dans la dignité. C'est quelque chose de radicalement différent. Et digne, celui qui mérite quelque chose, ce qui convient, ce qui est juste. Si l'on veut se pencher sur cette notion de dignité de la personne humaine, la dignité humaine constitue en fait un des éléments les plus typiques dans le monde contemporain. Vous en entendez parler sans arrêt. C'est ce que John Rawls, en 1975, avait appelé un overlapping consensus, un consensus par recoupement. Tout le monde en parle, peu de gens savent de quoi ils parlent, et on finit par avoir un consensus sur une notion qui n'est plus définie. Et pourtant, à partir de là, on finit par élaborer une collaboration sociale sur un terme dont on a oublié le sens original, sur un terme dont les uns et les autres ont des acceptions différentes, sur un terme, au fond, et Kant lui-même le disait, qui est vide. Car le terme de dignité, d'une certaine manière, est un concept vide. Il a eu une grande fortune, ce terme, après la Seconde Guerre mondiale, à la suite des affrontements idéologiques que vous connaissez, nazisme, fascisme, stalinisme. Et la notion de dignité, en fait, a une histoire philosophique et une histoire théologique propre. Et j'insiste bien, elle a une histoire théologique. Si l'on recherche ce qu'est la dignité humaine dans la philosophie classique, il faut commencer par retourner à Aristote, le bon maître. Tout part d'Aristote et de Platon. C'est Heidegger lui-même qui avait dit dans un de ses ouvrages, Was ist Denken, si mes souvenirs sont bons, que toute la philosophie occidentale n'était que des notes de bas de page au bas des pages de Platon et d'Aristote. Ce sont des notes de bas de page. Tous les plus grands philosophes que nous avons connus n'ont écrit que des notes de bas de page en dessous de Platon et d'Aristote. Une petite phrase d'Aristote me semble fondamentale. Seul parmi les animaux, il a la station droite du fait que sa nature et sa substance sont divines. Aristote ne parlait pas de divine au sens judéo-chrétien, bien sûr. Or, la fonction de ce qui est le plus divin, c'est de connaître et de penser. Et nous pourrons facilement comprendre que la dignité, c'est la dignité de connaître et la dignité de penser, avant de s'intéresser à la dignité d'agir. Pour les francs-maçons, quand ils quittent un temple maçonnique, quel que soit leur rite, on leur rappelle d'une certaine manière que ce qu'ils ont en charge, c'est de penser et d'agir. Bien entendu, la plupart des francs-maçons ne retiennent que le premier terme. Ils se contentent de penser.
Mais il n'y a pas de dignité s'il n'y a pas d'action derrière la pensée. Sur le plan de l'étymologie, il faut revenir au grec également. Dignitas vient de prepreia, qui veut dire simplement honorabilité, d'un verbe grec qui s'appelait dokeo, qui veut dire juger bon, avoir une bonne réputation, convenir. Ce qui est digne, c'est ce qui convient à la fonction d'être un homme. La doxa, c'est l'opinion, ça dérive de dokeo. Ça veut dire que derrière cette appellation, il y a une acception morale, et pour les Grecs, une acception esthétique. Ce qui est bon, ce qui est juste, est forcément beau. Et l'inverse est souvent vraisemblable. Vous connaissez la formulation tout à fait grecque, kalos kai agathos, le beau et le bon, intimement liés. C'est dans Cicéron que vous pouvez trouver les éléments les plus caractéristiques de la pensée occidentale sur la dignité. Cicéron, dans De Officiis, dit ceci: « Les poètes observent ce qui convient, quod decet. Lorsque chaque personnage fait et dit ce qui est digne de lui, ce qui est digne de lui. » Quelques mots pour clore ce chapitre avant de développer plus longuement Kant. Avec Kant, vous allez voir apparaître ce qu'il appelle la dignité des fins. La dignité des fins, c'est d'abord ce que Luther a mis en route, la conscience individuelle, mais ce que Kant va développer de plus en plus en s'éloignant dans un agnosticisme remarquable. Kant est protestant, il est piétiste, il fréquente le temple à Königsberg, et pourtant il va écrire ceci: « S'agenouiller ou se prosterner jusqu'à terre, même pour se rendre sensible à l'adoration des choses célestes, est contraire à la dignité humaine. » Et je pense que pour tout franc-maçon normalement constitué, car la franc-maçonnerie qui a une origine chrétienne est fondamentalement axée sur l'Aufklärung, les Lumières du XVIIIe siècle, pour tout franc-maçon, cette définition me semble aller de soi. L'homme et en général tout être raisonnable existe comme une fin en soi. Le deuxième petit chapitre qui me semble important, si j'ai encore quelques minutes, c'est de faire un détour par la théologie de la dignité. La théologie chrétienne est essentiellement catholique, car c'est fondamental, car toute la doctrine de l'Église catholique a été fondée sur la dignité, et la révolution catholique depuis Vatican II est fondée sur une nouvelle définition de la dignité que les francs-maçons n'ont toujours pas compris. Et je pense qu'on en parlera longuement dans les questions. Les francs-maçons actuellement pensent que la dignité, c'est la même dignité que l'Église catholique. Mais ils n'ont pas suivi les fondements qui sont radicalement différents entre la franc-maçonnerie qui est souchée sur le rationalisme du XVIIIe siècle, et donc globalement sur le kantisme, et les fondements de la théologie chrétienne qui sont radicalement différents. Théologie de la dignité, c'est relativement simple. La dignité est une perfection morale de la nature humaine et non un attribut essentiel de l'homme. Théologie catholique du Moyen-Âge, médiévale, c'est saint Augustin, IVe siècle, c'est saint Thomas d'Aquin. Et digne celui qui se moule dans l'imitation de Jésus-Christ, celui qui fait de sa vie une imitation de Jésus-Christ. La dignité, c'est au fond de se fondre dans l'unité avec Dieu. C'est important à se souvenir car ça va de pair avec la justice. Et une citation qui, je crois, est de saint Thomas d'Aquin, que je vais vous livrer. La justice originelle, c'est pas que je crois, je suis sûr, la justice originelle est le don par lequel Dieu enrichit l'homme, c'est donc la grâce, et c'est sa vraie dignité. Et vous voyez qu'entre la dignité de l'Antiquité gréco-latine, la dignité de Pic de la Mirandole et la dignité de la théologie catholique médiévale, il y a un abîme que l'on ne peut pas franchir. Alors il faudrait bien sûr développer la notion de ce qui est digne pour la théologie catholique. Ce qui est digne, c'est ce qui vient faire contrepoids au péché originel. C'est-à-dire que l'on peut être digne dans la restauration par la rédemption en Jésus-Christ. On ne peut pas, à mon sens, être catholique et ne pas accepter cette définition de la dignité. Mais on peut être franc-maçon et ne pas l'accepter du tout.
Mais c'est un choix qu'il faut faire et auquel il faut se tenir. Pourtant, cela ressemble un peu à Cicéron. La dignité n'est pas une propriété essentielle de la nature humaine, mais une qualité morale. Mais la dignité naît de la position de l'homme dans le monde dès l'instant qu'il renonce au péché originel à travers l'intercession du Christ. Une partie de l'Antiquité, une partie nouvelle, qui est contraire à ce que pense l'Antiquité. Alors je souhaite vous rapporter ici le résultat d'un travail élaboré par l'Observatoire de la dignité humaine, présenté sous forme d'une monographie sous la houlette de nos frères Damien Charita et Éric Roman dans le cadre du CLIPSAS. Le CLIPSAS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le centre de liaison et d'information des puissances maçonniques signataires de l'appel de Strasbourg. Je précise qu'il est dans les devoirs du CLIPSAS, de par sa vocation philosophique, de travailler à l'amélioration d'une vie digne et épanouissante pour le plus grand nombre. Alors pour réaliser un tel travail, il faut donc partir, puisque ces obédiences sont présentes dans le monde entier, il faut partir d'une définition de la dignité humaine qui est justifiée et partagée. La question qui se pose ensuite aux chercheurs réside dans le choix de l'approche mise en œuvre. Alors je ne reviendrai pas sur la notion philosophique de dignité puisqu'elle vient largement d'être développée par Alain Noël. Comment donc mesurer la dignité humaine ? Alors la dignité humaine pourrait être mesurée de différentes manières. La première, la dignité humaine pourrait être mesurée à travers les expressions et le vécu des individus, et ce seraient ainsi les enquêtés eux-mêmes qui définiraient ce qu'est la dignité en estimant son respect ou non. Une autre façon de procéder serait d'élaborer un travail à partir d'apports théoriques tels que ceux que nous venons d'entendre. Il faudrait alors se contenter de questions fermées qui seraient donc administrées à un échantillon de la population. Eh bien, l'Observatoire a proposé une autre approche en définissant la notion centrale de dignité humaine sur la base de 10 critères directement inspirés de ceux définis par les Nations Unies. La dignité se fonderait sur les critères 1. De la sécurité alimentaire, 2. Du rétablissement des grands équilibres naturels, 3. Du respect du droit à la sécurité, 4. De l'efficacité de la lutte contre la corruption, 5. Du respect du droit à la santé, 6. Du respect du droit à la culture et à l'éducation, 7. Du respect du droit à la mémoire et à l'histoire, 8. Du respect du droit à l'égalité entre femmes et hommes, 9. Du respect de la liberté de conscience, et un 10e, qui est la recrudescence sectaire. L'état de la dignité humaine sur un territoire donné est considéré comme altéré lorsque les 9 premiers critères ne sont pas assurés et que le dernier, la recrudescence sectaire, est existant. Alors pourquoi, diront certains, justifier que la dignité humaine est structurée à partir de ces 10 éléments de manière objective, pertinente et sûre ? L'idée, de fait, est de réaliser un premier état des lieux de la dignité humaine à travers le monde, en s'appuyant sur ces critères donc définis par l'ONU, d'une manière peut-être pas entièrement objective, parce qu'elle est le reflet du vécu des répondants à travers des avis qui peuvent être considérés comme des représentations symboliques et intrinsèquement individuelles. Alors ces critères ont été soumis à travers des questionnaires ouverts appelant des observations à toutes les obédiences du CLIPSAS, soit plus d'une centaine, entre 2017 et 2019. 32 obédiences ont répondu, dont, je tiens à le dire, la Grande Loge féminine de France. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'état, sur les années 2017 à 2019, pour donc les pays considérés par cette
enquête, l'évolution des critères structurant la dignité humaine est la suivante. La sécurité alimentaire est stable. Le rétablissement des grands équilibres naturels est en régression. Vous n'allez pas être surpris. Le respect du droit à la sécurité est en régression. L'efficacité de la lutte contre la corruption est en régression. Le respect du droit à la santé est stable. Le respect du droit à la culture et à l'éducation est stable. Le respect du droit à la mémoire et à l'histoire est stable. Le respect du droit à l'égalité femmes-hommes est en progression. Le respect de la liberté de conscience est en régression. Et la recrudescence sectaire est en progression. Ainsi donc, seuls sont en progression le respect du droit à l'égalité femmes-hommes et la recrudescence sectaire. Surprenant, non? Nous reprendrons plus loin ce critère de l'égalité femmes-hommes, puisqu'on va le prendre comme exemple, sous un aspect, vous verrez, très différent, vous montrant ainsi les difficultés d'approche. En tout cas, en synthèse, pour deux critères en progression, dont l'un est on ne peut plus péjoratif, la recrudescence sectaire, on ne peut quand même pas considérer que ce soit très positif, eh bien, 4 autres critères sont en régression et 4 sont stables. Alors évidemment, il s'agit là de l'avis des répondants à propos de l'évolution de la dignité humaine dans les pays de résidence, mais cela nous en dit aussi long sur l'évolution au cours du temps, en nous montrant que nous avons, je crois, encore beaucoup de travail à accomplir. Sachant que la France va prendre au 1er septembre 2022 la présidence de l'Union européenne, évoquons les droits et l'égalité entre les femmes et les hommes que le Haut Conseil à l'égalité appelle à inscrire au cœur de son programme. Magnifique sujet pour la dignité, n'est-ce pas? Pour information, si nécessaire, le Haut Conseil à l'égalité est une instance consultative nationale indépendante qui est chargée de la protection des droits des femmes et de la promotion de l'égalité des sexes. Et dans ce programme, il est demandé de renforcer la législation européenne en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je vous propose donc de nous arrêter quelque peu sur les violences faites aux femmes, et en particulier les violences conjugales, si vous le voulez bien, puisque nous parlons ce soir de dignité humaine. J'avoue que je profite un peu aussi de tout ce public féminin et masculin. Je l'avoue. Le 3919, Violence Femmes Info, est un service national d'écoute anonyme pour toutes les violences faites aux femmes. Il a pour mission principale d'aborder un soutien et une première réponse aux victimes et à leur entourage. Ces rapports sont édifiants. Je vais m'appuyer sur le rapport de 2019 tout en restant succincte. En 2019, le 3919 Violence Femmes Info a recensé près de 100 000 appels. À noter qu'à l'issue du premier semestre 2020, donc il y avait eu le confinement, il y a eu une augmentation de 200% des appels. Parmi ces appels pour violences faites aux femmes, 94% ont pour motif les violences conjugales, y compris le viol conjugal. 5% concernent des violences sexuelles diverses. Autre élément qui me semble important, au niveau national, 97% des appels concernent une victime femme et dans 99% de ces situations, l'agression est perpétrée par un homme. Cette proportion est stable depuis plusieurs années. Statistiquement, écoutez-moi bien, statistiquement, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. J'espère sincèrement que dans ce lieu ici, on fait mentir la statistique. À voir. Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France pour 26% et Auvergne-Rhône-Alpes.
Les femmes victimes ont entre 20 et 39 ans pour la majorité d'entre elles. En termes d'emploi, des différences significatives sont constatées entre auteurs de violences et victimes, en comparaison à la population générale. Les femmes victimes sont moins en emploi, ont moins de ressources et plus d'interruptions dans leur vie professionnelle que les auteurs de violences. Freins à l'autonomie et violences économiques sont des éléments récurrents dans les violences conjugales. Elles maintiennent la victime dans une situation de dépendance et se poursuivent souvent après la séparation. Les auteurs de violences ont par ailleurs davantage de ressources propres, plus de ressources propres, que les victimes des violences conjugales. Ces dernières étant plus nombreuses à être touchées par une instabilité de leur activité professionnelle et donc de leur dépendance économique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 6 types de violences conjugales sont dénoncés par les victimes. Les grandes catégories, les violences psychologiques, les violences verbales, les violences physiques, les violences sexuelles, dont le viol conjugal et les pratiques sexuelles imposées dans 57% des cas, les violences économiques révélées, les violences administratives. Bien que les violences sexuelles au sein du couple restent peu dévoilées, le nombre de femmes se déclarant victimes de ces violences a augmenté significativement. Le viol conjugal demeure la première violence sexuelle au sein du couple. Plusieurs femmes ont révélé être forcées à la prostitution et d'autres à avoir un ou une partenaire sexuelle imposée par l'agresseur. Vous voyez donc que l'expression « femme battue » est donc loin d'englober l'ensemble des violences conjugales. En effet, celles-ci s'inscrivent dans un continuum de violences et se caractérisent par des faits multiples, souvent cumulatifs, allant de l'insulte au coup, en passant par le viol ou le contrôle et le dénigrement permanent en alternance avec des phases d'accalmie. Encore une fois, sur le plan socio-professionnel, tous les groupes sont représentés. Les violences conjugales affectent l'ensemble des femmes, quel que soit leur groupe professionnel d'appartenance et leur statut d'activité. Et lorsque les emplois sont précisés par les victimes, j'entends, on note une surreprésentation des agresseurs chez les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentant 23% des victimes et 26% des agresseurs. Presque toutes les femmes victimes de violences conjugales subissent des violences psychologiques qui se cumulent le plus souvent avec d'autres formes de violence. Donc, dans le cadre des missions dévolues au service 3919, l'entretien permet de délivrer aux victimes des informations, des renseignements stratégiques dont l'objectif est la sortie des violences conjugales. Mes sœurs, mes frères, pouvons-nous rester vraiment indifférents à ce qui vient de nous être dit? Ces situations sont-elles dignes à vos yeux? Et en ce qui concerne les maçons que nous sommes, est-ce que dans toutes nos philosophies dont nous sommes les héritiers, il y a des éléments qui pourraient les rendre dignes? À l'évidence, non. Bien évidemment, les agresseurs ont une personne humaine et si l'on part de l'idée que la dignité est inhérente à toute personne humaine et qu'elle représente la totalité de la dignité, alors nous sommes dans une aporie. Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que l'agresseur, il a la même dignité que celle qui est agressée. Mais si l'on pense que la dignité n'est pas inhérente à la personne humaine de manière absolue, alors il est évident que l'agresseur est indigne sur le plan moral. Toutes les traditions sont d'accord sur ce point. Tradition grecque avec Aristote, tradition hébraïque avec le respect de l'altérité, tradition de la Renaissance chez Pic de la Mirandole, tradition de l'arrêté aristotélicienne, tradition chrétienne bien sûr évidemment, tradition kantienne. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une seule seconde que la maxime de la volonté de quelqu'un de battre sa femme puisse se transformer en une loi universelle? Premier impératif catégorique. Bien évidemment, c'est impossible. Et donc, maçonniquement, c'est rigoureusement impossible.
Depuis près de 2 siècles, notre planète est rentrée dans l'ère anthropocène. Pour la première fois de son existence, elle connaît une modification de son climat qui n'est pas due à un cycle naturel. Elle subit un dommage de sa biosphère, c'est-à-dire de tout ce qui vit, sol, eau, air, végétaux, animaux, micro-organismes et humains. Et nous sommes le maillon perturbateur de cette chaîne solidaire, complémentaire et indépendante. Cette ère a débuté en 1850 avec la révolution industrielle, rendue possible grâce à l'utilisation du charbon, énergie fossile toujours utilisée aujourd'hui et qui, vous le savez, dégage énormément de gaz carbonique. Elle se poursuit aujourd'hui avec la surutilisation du numérique. Dans nos cultures occidentales, nous avons cru la nature à notre service, à notre disposition, et nous avons extrait et prélevé des ressources en pensant au profit immédiat, sans prendre en conséquence les dommages environnementaux. Il est important aujourd'hui de replacer l'être humain dans son écosystème et plus généralement dans le cosmos. Nous approchons ainsi une notion importante, une remise en question de la philosophie des Lumières qui met l'être humain au centre de tout. Révolution idéologique ? Il est question aujourd'hui de repenser notre place dans le monde et notre humanité, de retrouver la sobriété et l'humilité perdues. Ne faudrait-il pas adapter nos fondamentaux philosophiques ? Il y a une notion d'espace-temps dans notre rapport au monde. Avec la technique, nous avons raccourci les distances et accéléré le temps. Pour autant, nous courons probablement à notre perte en ne respectant plus les rythmes imposés par la nature. Nous avons construit des sociétés entre guillemets hors sol. Il existe une quête du sens dans la société actuelle et la franc-maçonnerie est tout à fait à même et se doit d'accompagner ce mouvement. Nous avons des symboles, nous avons des outils, nous avons une méthode qui nous incite à nous élever humainement, à sortir de l'anthropocentrisme et à guider nos attitudes. Le temps est venu de se sentir responsable envers la nature et le vivant et d'agir en conséquence, de modifier nos habitudes, de changer nos comportements. Pour cela, il faut comprendre les points de rupture, les raisons qui ont déséquilibré notre environnement, s'éduquer, changer le modèle économique, afin de protéger notre environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Il faut développer un nouveau mode de vie solidaire avec notre planète, avec des valeurs humanistes, et mettre en place une transition d'autonomie énergétique et alimentaire. Comment voyez-vous le rôle des francs-maçons ? Comment voyez-vous le rôle des obédiences aujourd'hui ? Très chère sœur, vous me posez une question qui est difficile parce que, d'une part, elle peut heurter la sensibilité de telle ou telle sœur ou tel frère, et d'autre part, parce que j'ai personnellement beaucoup évolué sur le sujet. Rôle des francs-maçons, rôle des obédiences. La tradition maçonnique à laquelle j'appartiens et ce que j'ai cru pendant une vingtaine d'années, c'est que les francs-maçons sont en charge de se former à l'intérieur des loges, de réfléchir, de se construire eux-mêmes, et avec ce qu'ils ont compris de ce qui se passe à l'intérieur d'une loge, d'aller à l'extérieur porter ce qu'ils ont entendu, d'aller, comme le dit le rite écossais rectifié dans une belle formule, aller montrer au dehors les vertus dont vous avez promis de montrer l'exemple. Le rite écossais ancien accepté dit quelque chose d'assez semblable, mais qui est moins percutant. Mais peu importe. Et donc j'ai longtemps cru que la franc-maçonnerie devait servir à former des francs-maçons. Et que c'était aux francs-maçons eux-mêmes à s'engager dans la société pour faire évoluer la société. J'ai longtemps cru ça jusqu'à l'expérience de la grande maîtrise et de nombreuses conférences faites après. J'ai révisé ma position. Elle n'engage que moi. Elle n'engage pas l'obédience et je le dis très clairement. Certes, la franc-maçonnerie est en charge de former des francs-maçons, si tant est qu'elle puisse former des francs-maçons. Et je n'en suis plus sûr. Les francs-maçons sont en charge de faire évoluer la société à condition qu'ils s'engagent dans la société.
il y a actuellement 130 000 sœurs et frères dans ce pays. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la franc-maçonnerie mondiale, nous ne représentons qu'un très faible pourcentage. Nous ne sommes quasiment rien. Il y a 6 millions de francs-maçons dans le monde, 130 000 en France. Mais 130 000 qui pourraient être actifs, qui pourraient passer de la pensée à l'action. L'expérience qui est un peu la mienne et sur laquelle je me suis déjà exprimé plusieurs fois, c'est de savoir à quoi sert la franc-maçonnerie. Si elle ne sert qu'à former des francs-maçons, j'en serais très heureux. À la seule condition, c'est que tous les francs-maçons, sœurs et frères que forme la franc-maçonnerie, agissent tous ensemble dans le monde. Or, j'ai le sentiment, que j'estime vérifié, après 30 ans de maçonnerie, que la plupart des francs-maçons n'agissent pas dans le monde. Ils se contentent de penser dans leur loge. Alors, si la franc-maçonnerie a à charge de former des francs-maçons, si elle n'a à charge que de former des francs-maçons, elle ne sert pas à grand-chose si les francs-maçons ne font rien. C'est-à-dire que je n'adhère plus du tout à cette vision, et vous le sentez bien. Se pose le rôle des obédiences. C'est la deuxième question que vous m'avez posée. Je pense très concrètement que l'implication des obédiences dans la vie politique, au sens noble du terme, au sens de la politeia de Platon, qu'on a traduit malencontreusement par la République. La politeia, c'est la vie de la cité. C'est quelque chose pour un grec qui est éminemment noble. C'est là où l'on discute sur l'agora de ce qu'on en va faire, et où chaque citoyen est égal aux autres. Les citoyens sont des isoi, ils sont des équivalents des hommes. Eh bien, si la franc-maçonnerie a quelque chose à faire, elle doit s'impliquer dans la vie de la cité. Donc le rôle des obédiences, c'est peut-être de s'impliquer. C'est sûrement de conforter les actions individuelles des frères, pour jouer le rôle traditionnel de la maçonnerie. Mais le rôle d'une obédience, c'est d'être un laboratoire d'idées, c'est d'être un centre de réflexion, c'est d'être une force de proposition. Quelque part, c'est d'être un observatoire. Tout à l'heure, nous avons parlé d'observatoire de la dignité. Ça me semble essentiel, à tout le moins que sur ce sujet de la dignité, nos obédiences soient à tout le moins des observatoires de ce qu'est la dignité. Quelque part, la franc-maçonnerie doit jouer un rôle de vigie dans la société, à tout le moins. Et si vous me demandez si je pense que cela est suffisant aujourd'hui, il y a 10 ans, j'aurais dit que cela était suffisant. La franc-maçonnerie est une vigie, elle annonce les événements, elle prévient les hommes. Je pense que ce n'est plus suffisant dans les temps que nous vivons. Non seulement la franc-maçonnerie doit être une force de vigie, une force de dépistage de ce qui se passe, mais elle doit être également une force d'orientation. Regardez, si la Terre arrive, le rôle de la vigie n'est plus suffisant. Il faudrait, à mon sens, que nos obédiences, et je n'engage que moi, et le grand maître ici présent pourra éventuellement dire le contraire de ce que j'ai dit, la franc-maçonnerie doit être une boussole qui indique un cap. Le cap où nous voulons aller. Nous sommes une famille spirituelle et donc nous avons besoin d'avoir un cap. La vigie ne suffit pas. Il faut définir le lieu où nous allons. Mais n'est-ce pas la définition même de la dignité que de mettre en œuvre son objet dans le monde? C'est ce qui vient d'être dit sur le plan personnel et collectif. Notre engagement maçonnique, pour dire plus simplement, est un repère pour la pensée et l'action. Le travail effectué en loge développe en chacun une aptitude certaine à penser la complexité, à réaffirmer et à développer des principes qui nous animent dans la perspective d'œuvrer pour un monde meilleur. Et dans La Peste, Camus écrit, je le cite, « Il faut apprendre à faire son métier d'homme ». Ce métier-là, il est d'abord celui de la rencontre avec un autre. L'autre, toujours nouveau, à travers la rencontre qui, si elle est vraiment rencontre, permet d'accomplir une transformation en ouvrant un autre monde. Une ouverture sans dessein, E-I-N, ni dessein, I-N, qui nous amène à être. Permettez-moi de vous rappeler, je l'apprécie, Angelus Silesius. Je cite un tout petit bout. « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, etc. » Vous connaissez la suite. De fait, la rose,
elle existe pour rien, pour le rien qui la libère de toute attache préalable à l'étang et qui signifie en elle que son existence est originaire. Notre métier ne serait-il pas de construire l'espoir? Pour construire l'espoir, avant toute chose, ne faut-il pas que chacun puisse vivre dans la dignité, ou plutôt vivre dignement? L'avenir est une promesse. Nous devons, nous, francs-maçonnes, francs-maçons, participer à son avènement, à sa réalisation. Un avenir collectif, j'en suis persuadée, est à construire dans l'harmonie. Il y a là des espaces pour la volonté et l'invention. La question que j'ai envie de poser et qu'on se pose souvent, c'est quelle est la valeur ajoutée de la franc-maçonnerie par rapport à la société en général? N'est-il pas indispensable que nos obédiences, dont nous disons souvent, je redis un peu ce qu'a dit Alain Noël, dont nous disons souvent à tort ou à raison qu'elles sont des laboratoires d'idées, eh bien nous souhaitons qu'elles s'impliquent dans l'élaboration de la société de demain.